Mes parents ont volé 89 000 € sur ma carte de crédit pour financer le mariage somptueux de ma sœur. Quand je l'ai découvert, quand j'ai refusé de jouer leur jeu, ils m'ont hurlé dessus, m'ont traité d'ingrate et m'ont rappelé que, la famille, c'est le sacrifice. J'ai été effacée, humiliée, et poussée au bord de la ruine financière. Ils pensaient que j'allais céder, comme toujours. Ils ne savaient pas que leur mensonge allait exploser, et que je tenais le détonateur. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est l'une des plus difficiles de ma vie. C'est une histoire de trahison familiale, de manipulation financière, finalement, de reprise de pouvoir. Avant de plonger dans les détails, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous. Votre présence compte beaucoup pour moi. C'est parti. Tout a commencé un mardi soir ordinaire. J'habite Lyon. Mon petit appartement sur les pentes de la Croix-Rousse est mon sanctuaire. Il est modeste, mais c'est le mien, payé avec mon argent, gagné à la sueur de mon front. Je rentrais d'une longue journée de travail. Je suis rédactrice technique pour une société de matériel médical. C'est un travail précis, exigeant, qui demande de la rigueur. J'aime cette rigueur. C'est un contraste si net avec le chaos émotionnel de ma famille. J'ai posé mon sac, la lanière en cuir usé glissant de mon épaule. J'ai commencé à trier le courrier sur la petite table de l'entrée en buvant un verre d'eau, m'attendant aux habituelles factures, ou publicités pour des supermarchés. Et puis, je l'ai vu. Une enveloppe épaisse, couleur crème, presque arrogante dans sa qualité. Une calligraphie élégante, dorée, qui semblait coûter plus cher que mon loyer. L'invitation au mariage de ma sœur, Jocelyne. Jocelyne, c'est l'enfant en or. L'aînée. La charismatique. Celle qui a toujours eu des rêves, que toute la famille devait financer, des rêves qui changeaient avec les saisons. Moi, Amandine, j'ai toujours été la responsable. La cadette, la stable, celle qui a un bon travail, celle sur qui on peut compter. Celle qui paie ses factures à temps. J'ai ouvert l'enveloppe avec un mélange complexe d'excitation et d'appréhension. Le carton était lourd, texturé. Domaine de Vallombreuse. Rien que le nom sentait l'argent, le genre d'argent que je savais que mes parents, fonctionnaires à la retraite, n'avaient pas. Mes yeux ont cherché les noms. Le sien, celui de son fiancé, et puis... Amandine est invitée. Je l'ai relu. Une fois. 2 fois. Mon souffle s'est bloqué. Pas Amandine, notre fille. Pas notre fille bien-aimée Amandine. Juste. Amandine est invitée. La même formule que l'on réserve à un collègue lointain, à une obligation sociale, à quelqu'un dont on ne connaît même pas la situation amoureuse. J'étais leur fille. Un frisson désagréable, une vague de froid familière, m'a parcouru. Le sentiment de ne pas compter. De ne pas être vu. Je me suis forcée à rire, un son sec et sans joie dans mon appartement silencieux. C'est juste une erreur d'impression, Amandine. Ne sois pas parano. Tu sais comment ils sont avec les détails. Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas vrai. Dans ma famille, surtout quand il s'agissait de Jocelyne, chaque détail était scruté, validé, perfectionné. Cette froideur persistait, elle avait le goût de l'habitude. Elle me rappelait mon 16e anniversaire. J'étais descendue pour le petit déjeuner, le cœur battant, m'attendant à, je ne sais pas, des ballons? Un gâteau? Au moins un « joyeux anniversaire ». La salle à manger était vide. Enfin, pas tout à fait. Elle était remplie de l'anxiété de mes parents. Ils étaient penchés sur des brochures pour Paris, stressés, parlant à voix basse du potentiel incroyable de Jocelyne. Elle avait 20 ans et venait de décider qu'elle voulait lancer sa carrière dans l'art. Ils avaient oublié. Simplement. Oublié. Le lendemain, quand je le leur ai fait remarquer, mon père, gêné, m'avait glissé un billet de 50 € en disant « Tiens, achète-toi un truc sympa ». Jocelyne, elle, avait eu un chèque de 5 000 € pour son installation à Paris. Jocelyne avait des rêves. Moi, j'avais des responsabilités. Elle était un investissement. J'étais une dépense courante.
J'ai posé le carton sur ma table. Amandine est invitée. Non, ce n'était pas une simple erreur. Dans ma famille, les erreurs n'existaient pas. Il n'y avait que des messages. Celui-ci était clair, tu es secondaire. C'est juste une faute de frappe, me suis-je répété à voix haute, comme une incantation pour essayer de m'en convaincre. Mais au fond de moi, une boule commençait à se former dans mon estomac, dure et froide comme une pierre. Je savais que je devais vérifier. La fiancée de Jocelyne avait créé un site web pour le mariage, avec une liste d'invités et un plan de table. J'ai allumé mon ordinateur portable, les mains légèrement tremblantes. J'espérais de tout cœur, avec une intensité presque enfantine, que ce site me prouverait que j'avais tort. Que j'étais juste la sœur cadette paranoïaque et jalouse. Malheureusement, ce que j'allais découvrir n'allait pas seulement confirmer mes craintes. Il allait les amplifier bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. C'était bien pire qu'un simple oubli. J'étais là, assise dans la lueur bleue de mon écran, la respiration courte. J'ai tapé l'adresse du site du mariage. Mon cœur battait un peu trop fort. La page d'accueil s'est affichée, une photo professionnelle de Jocelyne et de son fiancé, prise au coucher du soleil dans un champ de lavande en Provence. C'était parfait. Écœurant de perfection. Il y avait même un blog où Jocelyne racontait leur voyage d'amour. J'ai ignoré le blog. J'ai cliqué sur l'onglet « Liste des invités ». Mon souffle s'est bloqué. J'ai fait défiler. La liste était longue, incroyablement longue. J'ai vu des oncles, des tantes, des cousins au 3e degré que je n'avais pas vus depuis au moins 10 ans. J'ai vu les partenaires commerciaux de Jocelyne, les investisseurs de sa start-up qui, je le savais par bribes, battaient de l'aile et survivaient grâce à des injections d'argent mystérieuses. J'ai vu les vieux amis de mes parents, des gens qui m'avaient vu grandir, qui m'avaient pincé les joues quand j'étais enfant. Leurs noms étaient tous là, en toutes lettres. Mais je n'ai pas vu mon nom. J'ai utilisé la fonction « Rechercher » du navigateur. Amandine. 0 résultat. J'ai essayé « Amandinelle ». 0 résultat. J'ai tapé mon nom de famille. Des dizaines de résultats sont apparus. Sauf le mien. J'ai réessayé, pensant à une faute de frappe de ma part. Jocelyne. Résultat immédiat. Hervé et Françoise. Résultat immédiat. Je n'existais pas. Ce n'était plus une erreur d'impression. Ce n'était plus une négligence. L'invitation et invité était une insulte délibérée, et le site web en était la confirmation brutale. Il m'avait effacé. J'étais la sœur de la mariée, la fille des hôtes, et je n'étais même pas sur la liste des invités. Ne pas être invité est une chose. Être activement effacé, gommé de l'histoire familiale, en est une autre. J'ai repoussé ma chaise, le ventre noué. La douleur était physique, une crampe aiguë. C'était la confirmation de tout ce que j'avais toujours ressenti, j'étais le rouage invisible. La fille responsable, qui était utile pour régler les problèmes, mais invisible lorsqu'il s'agissait de célébrer. J'étais la fondation silencieuse sur laquelle ils construisaient leurs rêves, une fondation qu'on ne remercie jamais. Et juste à ce moment-là, comme si l'univers avait un sens de l'humour macabre et cruel, mon téléphone a sonné. C'était « Maman ». J'ai fixé l'écran. J'ai hésité. Une partie de moi voulait jeter le téléphone contre le mur. L'autre partie, la petite fille en moi, voulait pleurer et demander « Pourquoi ?». Mais la vieille habitude, ce besoin désespéré et pathétique d'approbation, a pris le dessus. J'ai décroché. « Allô ? » Ma chérie, sa voix était mielleuse, presque chantante. C'était sa voix « J'ai besoin de quelque chose. » Comment va ma fille préférée ? J'ai grincé des dents, le sarcasme montant comme de la bile. Je suis ta seule autre fille, maman. Elle a ri, un petit rire cristallin, ignorant totalement mon ton. Oh, tu es drôle. Écoute, chérie, j'ai un tout petit service à te demander. Une broutille. Tu sais, avec l'organisation du mariage de Jocelyne, tout va si vite, c'est fou. Elle a continué pendant 5 minutes. Le traiteur exceptionnel. Les fleurs incroyables. Le domaine magnifique, si prestigieux. Et puis, la chute.
On a eu un petit souci bancaire, un simple retard de virement, tu sais ce que c'est, et le domaine a besoin de la compte maintenant. Vraiment maintenant, sinon on perd la date. Ce n'est pas grand-chose, mais ça doit être payé aujourd'hui. Je me demandais, ma chérie, toi qui es si organisée, si tu pouvais nous prêter ta carte de crédit. Juste pour quelques jours. On te rembourse dès que le virement arrive en début de semaine prochaine, promis juré. Un silence. Tout en moi hurlait non. Je ne suis même pas sur ta liste d'invités, ai-je voulu crier. Vous m'avez effacée. Mais je suis restée silencieuse. Et puis, un souvenir précis m'a frappé. Il y a 5 ans. Jocelyne avait accumulé 4 000 € de dette sur sa carte de crédit en essayant de lancer sa marque de bijoux fait main. Mes parents étaient paniqués, ils avaient peur des huissiers. J'avais 25 ans, je venais de signer mon CDI, et j'avais des économies. J'avais pris sur mon assurance vie, j'avais tout remboursé. Je me souviens de mon père, le soir même, posant sa main sur mon épaule, un geste d'une rareté bouleversante. Ça, c'est mon Amandine. Toujours responsable. Tu nous sauves la mise. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Ce compliment. Cette reconnaissance éphémère. C'était comme une drogue. J'étais accro à ces rares moments où il me voyait. Et j'en voulais encore. Amandine? Tu es là, a demandé ma mère, sa voix redevenant légèrement impatiente, le miel s'évaporant. Oui, oui, je suis là, ai-je murmuré, me détestant. Alors, c'est oui? Oh, tu es un ange. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es la seule, vraiment. Ma voix était plate. De combien avez-vous besoin? Pour la compte. Oh, juste la compte, comme j'ai dit. Ne t'en fais pas. C'est pour valider la date. Lis-moi juste les numéros. Et je l'ai fait. Comme une idiote. Comme une marionnette. J'ai lu les 16 chiffres, la date d'expiration, et le cryptogramme à 3 chiffres au dos. Ma main tremblait. Je venais de commettre la plus grosse erreur de ma vie, et je le savais. Merveilleux, ma chérie. Tu es la meilleure. On t'aime fort. Elle a raccroché avant même que je puisse dire au revoir. Je suis restée assise dans le silence, fixant mon téléphone. J'ai essayé de me convaincre que je venais de faire ce qu'une fille responsable ferait. J'ai essayé de croire qu'ils allaient me rembourser. Je ne savais pas que je venais de leur donner l'appel pour creuser la tombe de mon avenir financier. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné au milieu d'une réunion. C'était un numéro masqué. C'était ma banque. J'étais en pleine réunion de planification stratégique au travail. C'était important. Je présentais mon analyse des 6 derniers mois. J'étais compétente, j'étais professionnelle. Dans cette salle, j'existais. Mon téléphone, posé face contre table, vibrait. Je l'ignorais. Mais il vibrait encore, et encore, et encore. Une insistance frénétique, anormale, qui vous glace le sang. Mon patron a levé les yeux. Amandine, tout va bien? Vous devriez peut-être prendre cet appel. Gênée, je me suis levée. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Je suis sortie dans le couloir, le cœur battant. C'était un numéro masqué, mais l'application de ma banque m'envoyait aussi des alertes de sécurité en cascade. J'ai décroché. Madame Amandinelle. Ici le service des fraudes de votre banque, le Crédit Lyonnais. Mon estomac s'est instantanément transformé en un bloc de glace. Oui, c'est moi. Il y a un problème? Nous souhaitons juste confirmer une transaction récente, madame. C'est une procédure standard pour les montants élevés. Nous avons une autorisation de paiement pour la somme de 89 000 €. J'ai dû m'appuyer contre le mur en crépi du couloir. Le monde s'est mis à tanguer. L'air m'a manqué. Quoi? Je suis désolé, la ligne doit être mauvaise. Vous pouvez répéter? J'ai du mal entendre. 89 000 €, madame. 89 000 €. Pour le domaine de Vallombreuse. La transaction vient d'être autorisée il y a quelques minutes. Est-ce vous qui l'avez initiée? 89 000 €.
Ce n'était pas un petit acompte. C'était le prix d'un studio à la périphérie de Lyon. C'était toutes mes économies, tous mes plans d'épargne, et bien plus encore. C'était ma ligne de crédit maximale, pulvérisée en une seule, monstrueuse transaction. Non, non, ce n'est pas. Je veux dire, j'ai autorisé ma mère à l'utiliser, mais elle a dit un petit acompte. Pour valider une date. Ma voix était aiguë, paniquée, méconnaissable. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix de l'homme, professionnelle, froide. Madame, la transaction est de 89 000 euros. Elle a été validée avec toutes les informations de sécurité, y compris le cryptogramme. Vous confirmez avoir donné ces informations? Oui, mais... Dans ce cas, ce n'est pas une fraude, madame. C'est une transaction autorisée. Elle a été validée. Nous ne pouvons plus l'arrêter. Bonne journée. Il a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, hébété. J'ai failli vomir. 89 000 euros. J'ai composé le numéro de ma mère. Mes doigts tremblaient si fort que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois. Elle a décroché à la 3e sonnerie, l'air agacé. Quoi encore, Amandine? Je suis en plein essayage de la robe de Jocelyne, tu ne peux pas savoir comme elle est belle. Maman, maman, qu'as-tu fait? Ma voix était un souffle. La banque vient de m'appeler. 89 000 euros, il y a eu un silence. Pas un silence choqué. Un silence calculé. Puis, un petit rire sec. Oh, ça? Mais tu avais dit oui, chérie. Tu as dit qu'on pouvait utiliser ta carte. J'ai dit oui pour un acompte. Pas pour le prix total du mariage. Maman, c'est tout ce que j'ai. C'est plus que tout ce que j'ai. C'est ma limite de crédit, sa voix est devenue froide. Tranchante. Comme un éclat de verre. Écoute-moi bien, Amandine. Arrête de faire ta crise. C'est le mariage de ta sœur. C'est le plus beau jour de sa vie. La famille, c'est le sacrifice. Tu devrais être heureuse de contribuer. Tu as toujours été tellement égoïste, à ne penser qu'à ton petit confort, à ton petit appartement. Égoïste, le mot m'a étranglé. Oui, égoïste. Tu ne comprends pas la pression que nous avons? Le rang à tenir? Les amis de ton père? Tu as de l'argent, tu travailles. Jocelyne, elle crée. Elle a des rêves. C'est différent. Maintenant, j'ai affaire, et elle a raccroché. J'ai fixé le mur blanc du couloir de mon bureau. Égoïste. Moi, qui avais payé les 4 000 euros de dette de Jocelyne. Moi, qui avais renoncé à mes vacances au Portugal l'année dernière pour aider à payer la nouvelle chaudière de leur maison, parce que Jocelyne avait besoin d'un nouvel ordinateur pour sa start-up. J'étais égoïste. Le vol était une chose. L'insulte en était une autre. Il m'avait volé, et maintenant il me punissait d'avoir remarqué. Il me faisait du gaslighting. J'étais brisé. Complètement brisé. Mon monde s'effondrait. Il m'avait non seulement piégé financièrement, mais il me manipulait pour me faire croire que c'était de ma faute. Honnêtement, que feriez-vous à ma place? Je veux savoir. Dites-le moi dans les commentaires. Lâcheriez-vous l'affaire au nom de la famille? Ou commenceriez-vous à vous battre, même si cela signifie détruire vos relations et tout ce que vous avez toujours connu? Suite, je suis retourné dans la salle de réunion, pâle comme un linge. Mes jambes tremblaient. J'ai bafouillé une excuse, problème familial, je dois y aller. J'ai pris mon sac et j'ai fui. Je ne pouvais plus respirer. Je suis rentré chez moi en pilote automatique, traversant Lyon sans rien voir. La colère commençait à monter, une colère si chaude et si pure qu'elle chassait la panique. Il m'avait volé. Il m'avait menti. Et il m'avait traité d'égoïste. J'ai saisi mes clés de voiture, à peine arrivé. Je devais les voir en face. Je devais comprendre. Je devais leur crier ma rage au visage. Mais ce que j'allais trouver en arrivant chez eux n'était pas de la compréhension. C'était une trahison encore plus profonde, une trahison qui remontait à bien avant cet appel à la banque.
Une trahison visuelle, indélébile. Je me suis garé devant la maison de mon enfance, dans la banlieue résidentielle de Lyon. J'ai coupé le moteur de ma voiture et le silence s'est fait, assourdissant. Je suis resté là, les mains serrées sur le volant, reprenant mon souffle. Les rues familières, les jardins bien entretenus, tout me semblait soudainement étranger, hostile. J'allais entrer et exiger des réponses. J'allais leur hurler dessus. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Ils ne fermaient jamais à clé, un symbole de leur confiance naïve dans le monde, une confiance qu'ils venaient de trahir. Je suis entré sans frapper. Maman? Papa? La maison était un chaos de préparatifs de mariage. Des boîtes de rubans de satin, des échantillons de tissus hors de prix, des catalogues de fleurs exotiques étaient éparpillés sur chaque surface. Des boîtes portant les noms de traiteurs de luxe étaient empilées dans l'entrée. Tout cela criait l'argent. Mon argent. Et sur la table basse du salon, il y avait cet album. Un magnifique livre relié en cuir blanc, avec des lettres dorées gravées, Jocelyne et son fiancé, notre histoire. Machinalement, sans même réfléchir, je l'ai ouvert. C'était un album photo de la vie de Jocelyne, préparé pour être exposé le jour J, pour que les invités puissent admirer le parcours de l'enfant en or. Page après page. Jocelyne bébé, souriant dans son berceau. Jocelyne à sa première rentrée, adorable avec son grand cartable. Jocelyne gagnant un concours de poney, j'avais dû renoncer à mes propres leçons de piano cette année-là pour financer sa passion. Jocelyne à sa remise de diplôme, triomphante. J'ai tourné les pages, un sentiment d'irréalité m'envahissant. Je cherchais. Je me cherchais. Une sœur, ça devrait exister dans une vie, non? Et puis, je l'ai trouvée. La photo de Noël, il y a 2 ans. Je m'en souvenais parfaitement. C'était un rare moment de paix. Nous étions tous les 4 devant le grand sapin. Jocelyne était au centre, bien sûr, rayonnante. Mes parents l'encadraient. Et j'étais là. J'étais juste à sa droite, portant ce pull rouge ridicule que maman m'avait offert, mais je souriais. Nous sourions tous. J'ai regardé la photo dans l'album. Jocelyne était là. Mes parents étaient là. Mais à la place où j'aurais dû être, il n'y avait rien. Juste le bord du canapé en velours et une branche de sapin. Non, pas rien. J'ai plissé les yeux. J'ai approché mon visage du papier glacé. J'ai vu le bord flou d'une manche. Ma manche. La manche de mon pull rouge. Il m'avait découpé. Il ne m'avait pas juste oublié. Il ne m'avait pas juste mise sur une autre photo. Ils avaient pris une photo de famille existante, un de mes rares bons souvenirs, et ils m'en avaient physiquement effacé. Cisaillé. Qu'est-ce que tu fais là? On ne t'attendait pas. La voix de ma mère m'a fait sursauter. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les mains sur les hanches, un torchon sur l'épaule. Je n'ai pas pu parler. Ma gorge était trop serrée. J'ai juste montré l'album du doigt. Elle a suivi mon regard et a haussé les épaules avec une indifférence choquante. Oh, ça. Il fallait que la photo soit mieux cadrée. Jocelyne est magnifique dessus, non? On ne voyait qu'elle. Tu m'as découpé, ai-je réussi à articuler. Les mots avaient un goût de cendre. Elle a soupiré, exaspérée, comme si je venais de faire une tache sur son tapis. Amandine, cet album est pour Jocelyne. C'est son mariage. N'essaie pas de tout ramener à toi, pour une fois. Tu es tellement dramatique. Dramatique? Ma voix a commencé à monter, incontrôlable. Tout ramener à moi? Vous venez de voler 89 000 € sur ma carte de crédit. On ne les a pas volés, a-t-elle crié, passant de l'indifférence à la fureur en une seconde. Tu as accepté. Et maintenant, tu gâches tout avec tes caprices. Tu ne penses qu'à l'argent. C'est mon argent. C'est l'argent de la famille. Il est temps que tu contribues enfin, au lieu de thésauriser. Le soir même, alors que je m'étais réfugiée chez moi, le cœur en miettes, mon téléphone a vibré. C'était ma cousine Carole, la seule personne à peu près normale de cette famille, la seule qui m'envoyait des messages pour mon anniversaire. C'était une capture d'écran.
Un groupe de chats WhatsApp, famille, nom de famille, dont j'étais, bien sûr, exclu. Le message était de ma mère, datant d'il y a 3 jours, avant l'appel de la banque. Ne vous inquiétez pas pour le domaine. J'ai géré. Amandine va payer. En dessous, une réponse de Jocelyne, avec un emoji qui rit aux larmes. Je vous l'avais dit. Elle va céder. Elle cède toujours. Elle cède toujours. Cette phrase. C'est cette phrase qui a tout brisé. Ce n'était pas une urgence. Ce n'était pas une erreur de jugement. C'était un plan. Froid. Calculé. Ils avaient conspiré contre moi. Ils m'avaient piégé, effacé de l'histoire familiale, et volé, tout en me traitant de paranoïaque et de dramatique. J'ai regardé la capture d'écran. La colère froide a remplacé le chagrin. La tristesse s'est évaporée, laissant place à une glace dure. Être volé est une chose. Être effacé d'une photo en est une autre. Mais lire sa propre famille se vanter de votre faiblesse, de votre soumission, c'était la fin de l'ancienne Amandine. Ils pensaient que j'allais céder. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer lors du dîner de famille ce week-end. L'ombre allait prendre la parole. Le dîner de famille dominical était une institution. Une comédie hebdomadaire où tout le monde jouait son rôle. Mon père, Hervé, en patriarche bienveillant, trônant au bout de table. Ma mère, Françoise, en matriarche dévouée, courant de la cuisine à la table. Et Jocelyne, en étoile brillante, racontant ses exploits. Moi, j'étais le public silencieux, celle qui passe les plats et qui écoute. Mais ce dimanche-là, l'air était électrique. Quand je suis arrivée, les conversations se sont arrêtées net. On m'a jeté des regards en coin, des regards curieux, ouverts, presque hostiles. Ma mère et Jocelyne avaient visiblement passé la semaine à préparer le terrain, me dépeignant comme la méchante, l'avare, la jalouse qui menaçait le bonheur de la famille. J'ai entendu ma tante Isabelle chuchoter à une cousine, ingrate, après tout ce qu'ils ont fait pour elle. Nous nous sommes assis. Le repas était tendu. Chaque bouchée avait un goût de carton. Jocelyne parlait fort, riait trop, décrivant les détails extravagants de la lune de miel à venir aux Maldives. On le mérite tellement, disait-elle en me lançant un regard de défi. Et puis, au moment du dessert, la tarte tatin que j'avais, ironiquement, apportée, mon père s'est levé. Il a levé son verre de vin, son visage empreint d'une fausse émotion paternelle. Je voudrais porter un toast, a-t-il dit, sa voix pleine de trémolo. À ma fille, Jocelyne. La lumière de cette famille. Tu as toujours été celle qui vise les étoiles, celle qui n'a pas peur de rêver grand. Tu nous rends si fiers. Nous sommes si heureux, ta mère et moi, de t'offrir le mariage que tu mérites. Offrir. Le mot est resté suspendu dans l'air, vibrant d'hypocrisie. Tout le monde a applaudi. Bravo, Hervé. Quelle générosité. Jocelyne rayonnait, buvant les louanges, et elle m'a lancé un petit regard triomphant par-dessus son verre. Quelque chose en moi a cédé. La digue de des années de silence, de sacrifice et de responsabilité a rompu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai parlé d'une voix calme, claire, presque conversationnelle, mais qui a porté dans tout le silence qui a suivi. C'est drôle, papa. Tous les regards se sont tournés vers moi. Vin perdieu. Stupéfait. Je ne parlais jamais pendant les toasts. C'est vraiment drôle, ai-je continué, en posant ma fourchette. Parce que la banque, elle, a trouvé que l'ombre était assez importante pour payer la facture de 89 000 € pour la lumière. Point. On aurait pu entendre une mouche voler. Le sourire de mon père s'est figé, s'est brisé. Ma mère est devenue blanche comme le napperon sous son assiette. Jocelyne est devenue rouge de fureur, ses narines frémissant. Mon oncle a tout sauté, mal à l'aise. 89 000 ? De quoi parle-t-elle, Hervé ? Ma mère a tenté de sauver les apparences, avec un rire aigu et nerveux. Oh, Amandine, elle plaisante. Elle a toujours eu un sens de l'humour, particulier, n'est-ce pas ? Je ne plaisante pas, ai-je dit, en regardant mon père droit dans les yeux. Pas du tout. N'est-ce pas, papa ?
Le repas s'est terminé dans un silence de mort. Les gens sont partis rapidement, inventant des excuses. Alors que je mettais mon manteau pour partir, Jocelyne m'a attrapé par le bras dans le couloir, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. Son visage était déformé par la rage. « Qu'est-ce que tu fiches, putain ?» a-t-elle sifflé, sa voix basse et menaçante. « Je dis la vérité », ai-je répondu, en dégageant mon bras d'un coup sec. « Tu essaies de tout gâcher. C'est mon moment. C'est le seul moment de ma vie où tout est parfait, et tu essaies de le détruire, juste parce que tu es jalouse. » Jalouse? J'ai presque ri, un son amer. Jalouse de quoi? De ta capacité à dépenser l'argent que tu n'as pas? De ta capacité à laisser les autres payer pour tes rêves en faillite? Maman avait raison, a-t-elle craché, ses yeux brillants de méchanceté. Tu es une petite ingrate égoïste. Tu es juste jalouse parce que je me marie, que j'ai une vie excitante, et que toi, tu es seule avec ton petit travail ennuyeux. Elle s'est rapprochée, son visage à quelques centimètres du mien. Mais tu sais quoi? Tu ne feras rien. Tu n'as pas le courage. Tu vas payer, tu vas te taire, et tu vas sourire au mariage. Parce que c'est ce que tu fais toujours, Amandine. Tu cèdes. Elle m'a bousculé pour passer et a rejoint le salon en riant bruyamment à une blague de son fiancé, comme si de rien n'était. Je suis restée dans le couloir, tremblante. Tu cèdes toujours. Tu ne feras rien. Tu n'as pas le courage. Elle avait tort. Ce n'était plus une question de courage. C'était une question de survie. Ils avaient confondu ma patience avec de la faiblesse. Ils avaient pris ma gentillesse pour une invitation à m'écraser. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, non pas pour pleurer, mais pour ouvrir un nouveau dossier sur mon ordinateur. Un dossier que j'ai intitulé « Preuve ». J'ai commencé à télécharger mes relevés bancaires. J'ai pris des captures d'écran de la liste d'invités. J'ai sauvegardé la conversation de Carole. Ils voulaient que je me taise. J'allais leur montrer ce que mon silence avait amassé. Mais je ne savais pas encore à quel point ils étaient prêts à aller loin pour me faire taire. Le pire était encore à venir. Ils n'allaient pas se contenter de ma réputation familiale. Ils allaient attaquer ma vie professionnelle. La semaine suivante a été un enfer. J'avais officiellement bloqué les 89 000 € auprès de ma banque, ce qui avait déclenché une enquête interne pour fraude. Cela signifiait que ma carte était gelée, mes comptes sous surveillance, et que j'étais plongé dans un cauchemar administratif, devant justifier chaque centime. Mais cela signifiait aussi que le paiement final au domaine de Vallombreuse était bloqué. Leur réaction n'a pas été des excuses. Ce fut une escalade. Une terreur téléphonique. J'avais une présentation cruciale au travail ce jeudi-là. Une présentation à un groupe d'investisseurs internationaux via Zoom. C'était le projet sur lequel je travaillais depuis 6 mois, une nouvelle interface pour un logiciel de diagnostic médical. C'était ma chance d'obtenir une promotion, de prouver ma valeur en dehors du cirque toxique de ma famille. Ma réputation professionnelle était en jeu. J'étais dans la salle de conférence, mon ordinateur portable ouvert, mes notes parfaitement alignées. J'avais répété. J'étais nerveuse, mais préparée. 10 minutes avant l'appel. Mon téléphone personnel, que j'avais mis en mode silencieux, s'est allumé sur la table. Maman. Je l'ai ignoré. Mon cœur a fait un bond. Il s'est rallumé. Jocelyne. Je l'ai ignoré, la mâchoire serrée. Puis, maman. Jocelyne. Maman. Maman. Jocelyne. Papa. Mon téléphone vibrait sur la table, non-stop. C'était du harcèlement. C'était une attaque coordonnée. Des messages textes ont commencé à affluer, les notifications s'affichant sur mon écran verrouillé. Réponse est vitale, tu ruines tout, le fleuriste va tout annuler, maman est à l'hôpital. Mon sang s'est glacé. Maman est à l'hôpital. La panique montait. Et s'il y avait une urgence? Une vraie urgence? Et si, à cause de cette histoire d'argent, il lui était arrivé quelque chose? À 5 minutes de l'appel, j'ai craqué. J'ai attrapé le téléphone et j'ai couru dans le couloir, mon cœur battant à tout rompre. QOI, ai-je hurlé à voix basse.
Maman va bien? C'était Jocelyne. Elle ne pleurait pas. Elle hurlait. Le fleuriste. Le fleuriste, Amandine. Ta carte est refusée. Tu as tout bloqué. Le fleuriste va annuler toutes les compositions florales. Il faut 2 000 €, maintenant. Tu as menti? Pour l'hôpital? Je m'en fiche. Tu vas tout gâcher. Trouve l'argent. Prends un autre prêt. Fais quelque chose, Amandine. C'est dans une semaine. Tu vas ruiner mon mariage. Ma mère a pris le téléphone. Sa voix n'était pas celle d'une femme malade. Elle était froide, pleine de venin. Amandine, tu es en train de nous tuer. Tu es en train de tuer ta sœur. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ta grand-mère se retournerait dans sa tombe si elle voyait ton ingratitude. Ma carte est refusée parce que vous avez volé 89 000 € déçus, ai-je sifflé, tremblant de rage et de larmes. Règle ce problème, a-t-elle ordonné avant de raccrocher. J'ai regardé mon téléphone. 14 appels manqués en 5 minutes. Un mensonge odieux sur la santé de ma mère. Mon collègue a passé la tête par la porte. Amandine? Les investisseurs sont connectés. On t'attend. Je suis retournée dans la salle, les mains moites, les oreilles bourdonnantes, l'adrénaline et la fureur pompant dans mes veines. J'ai commencé ma présentation. C'était un désastre. J'ai bafouillé. Les mots n'avaient plus de sens. J'ai inversé 2 diapositives cruciales, mélangeant les données de sécurité avec les projections de marché. J'ai appelé un investisseur danois, Monsieur Nielsen, Monsieur Durand. J'ai complètement oublié de mentionner les points forts de l'analyse concurrentielle. Mon esprit était vide, rempli seulement du hurlement de ma sœur. Je voyais les visages perplexes, puis agacés, puis ennuyés, sur l'écran. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence glacial. Après l'appel, mon patron, Marc, un homme habituellement si gentil et encourageant, m'a demandé de rester. Il a fermé la porte. Son visage était grave. Amandine, qu'est-ce que c'était que ça? Ce n'était pas vous. Vous avez bafouillé, vous avez perdu vos moyens. Ce n'est pas la Amandine que j'ai embauchée. Vous avez mis en péril un contrat à 7 chiffres. Reprenez-vous, et vite. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie privée, mais ne l'amenez plus ici. Je suis retournée à mon bureau, l'humiliation s'ajoutant à la colère. J'ai posé ma tête entre mes mains. Ils ne prenaient pas seulement mon argent. Ils ne prenaient pas seulement mon passé en me découpant des photos. Maintenant, ils essayaient de prendre mon avenir. Mon travail. Ma compétence. Mon estime de soi professionnelle. C'était la ligne rouge. J'ai ouvert mon dossier, preuve, et j'ai commencé à rédiger un email à mon avocat. C'était la guerre. Et je n'avais plus l'intention d'être gentille. Ils allaient découvrir ce qui se passe quand on pousse la fille responsable à bout. Mais ils avaient encore une carte dans leur manche. Une carte si tordue, si cruelle, que je n'aurais jamais pu l'anticiper. Après le désastre au travail, je me suis murée dans le silence. Un silence de protection. Je ne répondais plus à leurs appels, qui continuaient jour et nuit. Je ne lisais plus leurs messages haineux. J'ai mis leur numéro en silencieux. Je me concentrais sur 2 choses, sauver ma carrière en travaillant 2 fois plus dur, et construire méticuleusement mon dossier juridique avec mon avocat. Puis, le piège s'est refermé. D'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Un soir, tante Isabelle a appelé. C'est la sœur aînée de ma mère, la matriarche non officielle de la famille, une femme dure, critique, et que tout le monde craint. Étonnamment, sa voix était douce, presque mielleuse. Amandine, ma chérie. Je suis à Lyon. Je suis passée à l'improviste. J'aimerais vraiment te voir. Il faut qu'on parle. Ta mère, elle ne va pas bien. C'est une urgence familiale. Mon cœur s'est serré. Le mensonge de Jocelyne sur l'hôpital m'avait endurci, mais... Tante Isabelle? Elle ne mentait jamais, elle ne faisait que juger. Une urgence? Qu'est-ce qu'elle a? Ai-je demandé, méfiante. Je suis chez tes parents. Viens, s'il te plaît. C'est mieux d'en parler en personne.
Nous sommes tous très inquiets. Inquiets. Ce mot. Encore ce mot. Il m'a désarçonné. Contre mon meilleur jugement, contre l'avis de mon avocat qui m'avait dit de couper tout contact, j'y suis allée. La petite fille en moi espérait encore. J'ai frappé. Mon père a ouvert. Son visage était grave, impassible. Quand je suis entrée dans le salon, ils étaient tous là. Mon père, assis dans son fauteuil, l'air d'un juge. Ma mère, l'air affligé, un mouchoir à la main, pleurnichant doucement. Et tante Isabelle, au centre, sur le canapé, me fixant avec une pitié calculée et froide. Il n'y avait pas d'urgence médicale. C'était une embuscade. C'était une intervention. Pour moi. Amandine, assieds-toi, a commencé ma tante d'une voix solennelle. Je suis restée debout près de la porte. Où est l'urgence? C'est toi l'urgence, ma chérie, a-t-elle continué, sa voix dégoulinante de fausse compassion. Nous sommes tous ici parce que nous t'aimons. Et nous sommes très, très inquiets pour toi. J'ai regardé ma mère, qui a éclaté en sanglots simulés. Oh, Amandine, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus toi-même. J'ai froncé les sourcils. De quoi parlez-vous? Ta mère m'a tout dit, a repris Isabelle, en prenant la main de ma mère. C'est histoire. Ces accusations horribles que tu inventes. Sur l'argent. Sur ton enfance. Sur cette histoire de photos découpées. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je n'invente rien. J'ai les relevés bancaires. J'ai vu l'album. Chut, chut, m'a-t-elle coupé, comme on parle à un enfant agité. Amandine, tu as toujours été la plus sensible de la famille. La plus fragile. Ta mère dit que tu as généreusement offert de payer le mariage, un geste magnifique, et que maintenant, à cause du stress, tu as changé d'avis. Tu es devenu paranoïaque. Tu accuses ta propre famille de vol. Tu les menaces. Mon père a pris la parole, sa voix lourde de déception. Nous pensons que tu ne vas pas bien, Amandine. Le stress du travail, peut-être. Tu t'isoles. Tu déformes la réalité. C'était du gaslighting. De la manipulation psychologique pure, distillée, conçue pour me détruire. Ils n'allaient pas admettre le vol. Ils allaient me faire passer pour folle. Vous êtes en train de me dire, ai-je dit, ma voix tremblant d'une fureur si froide qu'elle me brûlait la gorge, que j'ai imaginé une transaction de 89 000 €? Que j'ai imaginé la capture d'écran de Jocelyne? Tu as signé l'autorisation, chérie, a murmuré ma mère, relevant ses yeux larmoyants vers moi. Tu étais au téléphone, tu as tout donné. Et maintenant tu le regrettes. C'est humain. Mais accuser ta sœur, ton père et moi de cette façon, c'est malade, Amandine. C'est cruel. Malade? Nous pensons que tu devrais voir quelqu'un, a conclu ma tante Isabelle, en sortant une brochure de son sac. Prendre un peu de repos. Loin de tout. Nous pouvons t'aider à trouver un bon établissement. Un endroit calme, pour te ressourcer. Un établissement. J'ai regardé la brochure. C'était une clinique psychiatrique privée. Ils étaient prêts à me faire interner. Pour couvrir leurs crimes. Pour que personne ne me croie. Pour que le mariage ait lieu. Ils étaient prêts à détruire ma vie, ma réputation et ma santé mentale pour un putain de mariage. La rage chaude a disparu. À la place, il n'y avait plus qu'un vide glacial, un silence de mort dans mon cœur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé ma tante droit dans les yeux. J'ai compris. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je me suis retournée et je suis partie. Amandine, reviens. C'est pour ton bien. Nous faisons ça parce que nous t'aimons, a crié ma mère, sa voix soudainement pleine de panique. J'ai claqué la porte d'entrée si fort que j'ai cru que le verre allait éclater. Il pensait qu'il pouvait me briser. Me faire douter de ma propre réalité. Il ne réalisait pas qu'il venait de me donner l'arme la plus puissante, la liberté. La liberté de ne plus jamais rien ressentir pour eux. La liberté de ne plus avoir aucune pitié. Il m'avait libéré de toute obligation de les protéger. Et juste à ce moment-là, en rentrant chez moi,
Tremblante mais résolue, j'ai vérifié le courrier que j'avais pris en partant. Il y avait une lettre qui allait tout changer. Une lettre qui montrait que le vol des 89 000 € n'était que la partie émergée de l'iceberg. J'ai déchiré l'enveloppe en montant les 4 étages jusqu'à mon appartement, sans reprendre mon souffle. L'expéditeur était le greffe du tribunal de commerce de Lyon. Mon cœur s'est emballé. Pourquoi le tribunal de commerce m'écrirait-il? Je n'avais pas de commerce. J'ai déplié la lettre dans mon entrée, mes clés encore à la main, la brochure de la clinique psychiatrique glissant au sol. Madame Amandinelle, nous avons le plaisir de vous confirmer l'enregistrement de votre société. Mon sang s'est glacé. Société? La SASU Solutions Avenir, immatriculée sous le numéro. J'ai laissé tomber mes clés. Elles ont fait un bruit sec sur le carrelage. Je ne comprenais pas. J'ai relu. Mon nom. Mon adresse personnelle, biffée, puis corrigée. Je n'avais jamais créé de société. Solutions Avenir? Ça ne me disait absolument rien. J'ai lu la suite, mes yeux parcourant la page à toute vitesse. Siège social, 12, rue des Chênes. C'était l'adresse de mes parents. Présidente, Madame Amandinelle. C'était moi. Agent autorisé, Madame Jocelyne. C'était ma sœur. La nausée m'a submergée. C'était un cauchemar. J'ai couru vers mon ordinateur, mes mains tremblant si fort que j'ai à peine réussi à taper mon mot de passe. J'ai tapé « Solutions Avenir » sur société.com. Tout était là. Noir sur blanc. La société existait. Elle avait été créée il y a 2 mois, juste avant la demande de prêt de ma carte bancaire. C'était une usurpation d'identité. Une fraude. Mais ce n'était pas le pire. J'ai cherché plus loin. J'ai utilisé mes accès bancaires pour voir s'il y avait des comptes liés à mon identité. Et je l'ai trouvé. Un compte professionnel, ouvert à mon nom. Et sur ce compte, un mouvement récent. Virement entrant, plus 50 000 €. Provenant d'une banque d'investissement. C'était un prêt. Un prêt professionnel de 50 000 €. Contracté à mon nom. Garanti par ma signature. J'ai trouvé les documents en ligne. Ma signature. Grossièrement falsifiée. Je suis tombée sur ma chaise. J'avais du mal à respirer. 89 000 € pour le mariage. Et maintenant 50 000 €. Pourquoi? J'ai cherché « Solutions Avenir » sur Google. J'ai trouvé un petit article dans un blog local sur les startups lyonnaises. La startup tech Solutions Avenir, dirigée par l'ambitieuse Jocelyne, vient de sécuriser un financement de 50 000 € pour lancer sa nouvelle application. L'article était daté de la semaine dernière. Ils l'avaient fait. Ils avaient utilisé mon identité pour renflouer la start-up en faillite de Jocelyne. Ce n'était plus un conflit familial. C'était une fraude criminelle. Une fraude complexe et délibérée. Ils n'essayaient pas seulement de me faire payer un mariage. Ils essayaient de me détruire, de m'endetter à vie, de me lier à leurs échecs, tout ça pour sauver les apparences et la carrière ratée de Jocelyne. L'intervention. La manipulation. Tu es folle, Amandine. J'ai compris. J'ai compris avec une clarté terrifiante. Ils essayaient de me discréditer avant que je ne découvre ça. Si je commençais à parler de solutions à venir, ils diraient simplement que c'était une autre de mes illusions paranoïaques. Ils avaient la brochure de la clinique. Ils avaient le témoignage de tante Isabelle. Ils avaient tout prévu. J'ai senti une vague de froid intense m'envahir. Ma rage s'était muée en une détermination chirurgicale. Je n'ai pas appelé mon avocat. Pas encore. L'heure n'était plus à la défense. Elle était à l'attaque. J'ai ouvert mon dossier « Preuve ». J'ai ouvert un nouveau document. Une feuille de calcul. J'ai commencé à lister. Ligne 1, 2019, loyer impayé Jocelyne, 1 200 €. Ligne 2, 2020, facture dentiste maman, 800 €. Ligne 3, 2021, vacances familiales, j'ai tout payé, 3 000 €. Ligne 30, avril 2023, mariage domaine de Vallombreuse,
89 000 euros. Ligne 31, mai 2023, prêt frauduleux, solution à venir, 50 000 euros. J'ai continué pendant des heures, épluchant mes relevés bancaires des 5 dernières années. Les petits services, les urgences, les on te rembourse la semaine prochaine. Le total était astronomique. J'ai tout imprimé. Les relevés. Les statuts de la société. Le contrat de prêt falsifié. La capture d'écran de Carole. L'article de blog sur la start-up. Quand j'ai eu fini, il y avait une pile de 40 pages sur mon bureau. 40 pages de ma vie, de mes sacrifices, transformés en armes contre moi. La rage avait disparu. Il ne restait que de la glace. Ils avaient parié que je n'oserais jamais les exposer publiquement. Ils avaient parié sur ma loyauté, sur ma honte, sur ma peur du conflit. Mais la honte venait de changer de camp. Le mariage de Jocelyne avait lieu dans 3 jours. La scène était prête. Le domaine de Vallombreuse. Et j'allais être la putain de metteuse en scène. Le jour du mariage. Le ciel était d'un bleu insolent, presque moqueur. J'ai conduit jusqu'au domaine de Vallombreuse. C'était magnifique, je devais l'admettre. Une allée de cyprès, une bâtisse en pierre blanche baignée de soleil, des jardins à la française, une perfection à 89 000 euros. Mon argent. Mon estomac était noué, mais mes mains étaient stables sur le volant. Je n'étais plus en colère. J'étais en mission. Je portais une robe bleu marine, simple, élégante. La robe d'une femme d'affaires. Dans mon sac à main, il n'y avait pas de cadeau. Il y avait une clé USB. À l'entrée, sous une arche de pivoine blanche, mes fleurs préférées, ironiquement, une hôtesse avec un iPad m'a souri commercialement. Votre nom, s'il vous plaît? Amandine L. Elle a parcouru sa liste. Son sourire s'est légèrement crispé. Je ne vous vois pas. Regardez à invité, ai-je dit froidement. Table 14. Elle m'a trouvé. Oh. Oui. C'est, par là. Son sourire avait disparu, remplacé par une pitié condescendante. Elle m'a conduite à ma place. La table 14 était tout au fond. Calée entre les portes battantes de la cuisine, qui claquaient déjà, et l'accès aux toilettes. C'était un exil public. C'était parfait. J'ai observé. Ma mère paradait dans une robe lavande hors de prix. Mon père serrait des mains, fier comme un paon, acceptant les félicitations pour sa générosité. Et Jocelyne, elle était le centre de l'univers, une princesse dans sa robe à 10 000 euros, radieuse, ignorant la ruine sur laquelle son bonheur était bâti. Je devais agir avant le début de la réception. Pendant que les invités étaient au vin d'honneur sur la terrasse, buvant le champagne que j'avais payé, je me suis éclipsée. J'avais repéré la régie son et lumière lors de ma visite. Le technicien était un jeune homme qui avait l'air débordé, jonglant entre les micros et un ordinateur portable. J'ai sorti mon plus beau sourire, le sourire calme et compétent de la rédactrice technique. Bonjour. Excusez-moi. Je suis Amandine, la sœur de Jocelyne. Mon père, Hervé, m'envoie. Il est paniqué. Il y a eu un problème avec la vidéodiaporama pour ma sœur. La version qu'il vous a donnée est corrompue. Il m'a donné la version finale. J'ai sorti la clé USB. Et un billet de 100 euros. Il est tellement stressé. Il a dit que c'était pour votre discrétion et pour le dérangement, vous comprenez, le stress du père de la mariée. Le jeune homme a regardé le billet, puis la clé, puis la foule sur la terrasse. Il a haussé les épaules. Pas de problème, madame. Ça arrive tout le temps. Il a pris la clé, l'a insérée. Le fichier s'appelle L'avis de Jocelyne, final? C'est exact, ai-je dit. Merci, vous nous sauvez la vie. Pas de souci. Mission accomplie. Je suis retournée à ma table, près des cuisines. J'ai commandé un verre d'eau. Et j'ai attendu. La cérémonie était une farce. Les vœux sur l'honnêteté et la confiance. J'ai failli m'étouffer. Le dîner a commencé. Les discours. Les rires. Les louanges à mes parents pour leur incroyable générosité. Puis,
Le maître de cérémonie a annoncé « Et maintenant, chers invités, éteignons les lumières pour une petite surprise préparée par les parents de la mariée, Hervé et Françoise. » La vie de notre magnifique Jocelyne en images. Les lumières se sont tamisées. L'écran géant au-dessus de la table d'honneur s'est allumé. La musique a démarré. Une chanson douce. Une photo de Jocelyne bébé. Une photo de Jocelyne à l'école. Mes parents souriaient, émus. Jocelyne s'est blottie contre son mari. Et puis, l'écran a clignoté. Une nouvelle diapositive est apparue. Silence. Pas de musique. Relevé bancaire, Amandine, Crédit Lyonnais en surbrillance rouge vif, transaction du 12 mai, 89 000 €, domaine de Vallombreuse. La musique s'est arrêtée net. Un silence de mort est tombé sur les 150 invités. Avant que quiconque puisse réagir, la diapositive suivante est apparue. Ma feuille de calcul. Dette non remboursée par la famille. Ligne par ligne. 1 200 €. 3 000 €. Les murmures ont commencé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? Puis, la suivante. Statut de la société Solutions Avenir. Présidente, Amandine L. Agent, Jocelyne L. Et la suivante. Contrat de prêt, 50 000 €. Avec ma signature, et à côté, ma vraie signature, scannée de mon passeport. La falsification était évidente, grossière. La dernière diapositive était la capture d'écran de Jocelyne, je vous l'avais dit. Elle va céder. Elle cède toujours. Jocelyne est devenue blanche comme sa robe. Mon père s'est levé d'un bond, renversant sa chaise dans un bruit fracassant. Éteignez. Éteignez ça, tout de suite. Qui a fait ça? Ma mère regardait l'écran, la bouche ouverte, un son étranglé sortant de sa gorge. Le technicien, paniqué, essayait de tout arrêter, mais la présentation tournait en boucle. Mais le coup de grâce est venu du marié. Visiblement, il ne savait rien. Il était pâle, regardant l'écran, puis Jocelyne. Il pensait que c'était une sorte de blague bizarre. Il a attrapé le micro, essayant de sauver la situation, de rire. Waouh, a-t-il dit d'une voix tremblante. Apparemment, nous sommes vraiment reconnaissants à Amandine, d'avoir, payé pour tout. La salle a explosé en chuchotements. Les invités regardaient mes parents, puis moi, au fond de la salle, assise calmement, les mains sur mes genoux. Le marié a regardé Jocelyne. Son sourire s'est effacé. Jocelyne? De quoi il parle? C'est quoi, cette société? Je me suis levée. J'ai doucement repoussé ma chaise. Dans le chaos et le silence stupéfait, j'ai traversé la salle de bal. Je n'ai pas couru. J'ai marché. La tête haute. Chaque pas était une victoire. Le silence dans mon dos était plus assourdissant que n'importe quelle musique. Je suis passé devant la table d'honneur. Mon père était violet de rage. Jocelyne pleurait, son mascara coulant. J'ai poussé les grandes portes du domaine et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. J'étais sorti, mais ce n'était pas fini. Il restait une dernière chose à faire. La plus importante. L'onde de choc a été immédiate. Totale. J'ai appris plus tard par ma cousine Carole, qui m'a appelé, partagée entre l'horreur et une admiration secrète, que le mariage avait été annulé sur le champ. Le marié, découvrant la fraude et le niveau de mensonge, avait eu une explication hurlante avec Jocelyne dans le jardin, avant de quitter la réception avec toute sa famille. L'empire de mes parents, bâti sur des décennies d'apparence et de rang à tenir, s'était effondré en moins de 3 minutes, sous les yeux de tous leurs amis et de toute leur famille. Les jours suivants, j'ai agi avec la même précision chirurgicale. Je n'avais pas seulement fait un spectacle. J'avais un plan. J'ai déposé une plainte officielle au commissariat pour usurpation d'identité, fraude et falsification de documents. L'enquête criminelle a suivi son cours, distincte de ma propre action civile pour récupérer les 89 000 € du domaine, qui, face à la fraude avérée, a été contraint de geler les fonds. Ma famille était devenue la paria. Les amis ne répondaient plus.
Le reste de la famille était divisé entre ceux qui étaient horrifiés par leurs actions et ceux qui, comme tante Isabelle, m'en voulaient d'avoir lavé mon linge sale en public et de ne pas avoir géré ça en famille, comprendre, me faire interner et me taire. Je m'en fichais. Leur opinion m'était aussi indifférente que le bulletin météo d'hier. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée à nouveau au tribunal. Au palais de justice de Lyon. Mais cette fois, ce n'était pas pour l'affaire de fraude. C'était pour moi. J'avais rempli un dossier de changement d'état civil. Une procédure longue et émotionnellement chargée. Je demandais à abandonner le nom de mon père. Je prenais le nom de ma grand-mère maternelle, la seule personne dans ma vie qui m'ait jamais aimé sans condition, la seule qui m'écoutait, décédée quand j'étais adolescente. C'était mon hommage à elle, et ma renaissance à moi. Quand je suis sortie du bureau du greffier, le dossier approuvé à la main, un poids immense en moins sur les épaules, ils étaient là. Sur les marches du palais de justice. Ils m'attendaient. Je ne sais pas comment ils l'ont su. Ils avaient l'air vieillis, fatigués, défaits. Ma mère s'est précipitée vers moi, ses yeux rougis, son beau manteau en désordre. Amandine, non, ne fais pas ça. S'il te plaît. Tu détruis la famille. La famille, ai-je répondu, ma voix calme, sans haine, juste, vide. Vous avez détruit ce mot il y a bien longtemps. Le jour où vous avez essayé de me faire interner. Mon père s'est approché, son visage n'était plus dur, il était gris. Tu ne te débarrasseras jamais de notre sang, Amandine. C'est une honte ce que tu fais. Après tout ce qu'on t'a donné. Une famille ne fait pas ça, ai-je dit, en serrant le dossier contre ma poitrine comme un bouclier. Une famille ne vole pas, ne ment pas, et ne signe pas de faux documents au nom de son enfant pour sauver les apparences. Le sang n'est pas une excuse, c'est une responsabilité. Et vous avez perdu le droit de m'appeler votre fille le jour où vous avez décidé que ma signature valait plus que moi. Ma mère a éclaté en sanglots, des sanglots laids, désespérés. Mon père m'a regardé avec une haine pure, la haine de l'homme démasqué. Je les ai contournés et j'ai continué à marcher. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas regardé en arrière. La scène finale n'est pas dramatique. Elle est calme. C'est moi, quelques jours plus tard, dans mon bureau. J'ai eu une longue conversation avec mon patron, Marc. Je lui ai tout montré. Les relevés, les statuts de la société. Il était abasourdi. Il a compris le sabotage de ma présentation. Il m'a non seulement gardé, mais m'a donné la promotion que je méritais, impressionné, m'a-t-il dit, par la façon dont j'avais géré la crise. Sur mon bureau, ce lundi matin, il y a un petit colis. Je l'ouvre. À l'intérieur, une nouvelle plaque en laiton pour mon bureau. Elle brille sous la lumière du matin. Amandine, nouveau nom de famille. Mon nom. Celui que j'ai choisi. Je l'ai posé au centre de mon bureau. J'ai souri. Un vrai sourire, qui venait du plus profond de moi. Il m'avait donné le silence, m'avait effacé, m'avait traité d'ombre. Et j'avais transformé ce silence en ma voix la plus forte. Parfois, couper les ponts n'est pas un acte de haine. C'est le seul acte d'amour propre possible. C'est choisir de survivre quand les autres ont choisi de vous noyer. Mon histoire se termine ici, avec un nouveau nom, un nouveau travail, et un nouveau départ. Mais je veux entendre la vôtre. Avez-vous déjà dû vous battre pour être entendu dans votre propre famille? Avez-vous déjà dû faire face à une trahison financière ou émotionnelle de la part de ceux qui auraient dû vous protéger? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes une communauté ici, et vos histoires comptent. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes dramatique ou malade quand vous réclamez simplement la vérité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et souvenez-vous, peu importe à quel point l'ombre peut sembler épaisse, vous avez le droit de trouver votre propre lumière. Prenez soin de vous.